Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leurs réussites ou leurs échecs, pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir Émilie Debost, professeure de lettres classiques. C'est d'abord une conversation autour d'une couverture parodique sur les orchestres d'harmonie qui prend de l'ampleur sur les réseaux, pour finir en vrai magazine, connu et reconnu au-delà du Berry. Puis notre conversation s'est centrée sur la vocation d'Émilie, prof de français, grec ancien et surtout de latin, matière qu'elle dépoussière avec beaucoup d'humour, d'ironie et de passion. On a parlé de cuivre, de collégiens, de toges, d'autorité, de culture, mais on a évoqué également Virgile, Le Morvan ou Gottlieb. Allez, je vous embarque à la découverte d'Émilie Debost, quand le latin, la culture et l'humour sont à l'unisson. Goodberry, c'est parti. Bonjour Émilie. Bonjour Stéphane. Je suis ravi d'être là à Bourges. Moi je suis ravie que tu aies fait le déplacement exprès. On va parler de Piston Magazine. Je voulais que tu me racontes la genèse du projet. Piston Magazine, il faut savoir pour les gens qui ne connaissent pas que déjà c'est un magazine parodique. Ouais. Donc c'est à la base, c'est un complètement faux magazine. Et je crois que le projet m'a, dépassé un peu. Enfin, c'est allé vachement plus loin que ce que j'avais imaginé au départ. Donc c'est devenu un vrai magazine papier qui n'a pas de parution régulière. Et donc comme son nom l'indique, Piston, ça parle des instruments de musique qu'on trouve dans les orchestres d'harmonie. Donc en premier lieu, les trompettes, ce genre de choses. Et l'objectif d'origine, c'était de faire connaître mon orchestre d'harmonie, qui est la musique angilonnaise, donc un orchestre d'harmonie ancestral dans le département du Cher, parce qu'on fête nos 156 ans. Et je crois bien même qu'on est la plus vieille association du département, il paraît. Et au début, c'est quoi ? C'est une blague de copain ? Non, alors au début, je cherchais un moyen pour que les gens viennent visiter notre page Facebook. Vraiment, c'est ça le point de départ. Donc je faisais de temps en temps des publications classiques, d'annonces de concerts ou choses comme ça, mais en gros, personne ne les voyait. Enfin voilà, il y avait 4 likes, dont moi et... Et 2 trompettes. Voilà. Donc je me suis dit, il faut absolument que je trouve une idée qui va pouvoir se partager en dehors des aides Angilon et sur Internet. Voilà. Le concept d'origine, c'est des couvertures parodiques que j'ai publiées une par mois pendant presque 2 ans sur notre page Facebook. Donc les couvertures parodiques, j'arrête pas de répéter ça à tout le monde, hein. C'est pas moi qui ai inventé le concept. Il y en a plein dans plein de domaines, mais dans le domaine des orchestres d'harmonie, des instruments avant, des gens qui jouent les instruments avant. Et dès que tu lances ça prend tout de suite ? Ah ouais. La première couverture que je fais, donc toute seule dans mon coin, un peu en cachette, en me disant j'ai hâte de voir ce que les copains vont dire. C'était en mai 2022, si je me trompe pas. Oui, c'est ça, mai 2022. En fait, j'avais été inspirée par une photo que j'avais trouvée dans une banque d'images libre de droit d'un trompettiste en Marcel avec les bras tatoués, une grosse barbe, une trompette à la main. Et je me suis dit, il faut absolument que je fasse un truc avec cette image. Voilà. Et donc, j'ai fait une couverture, comment rester sexy avec une trompette après 50 ans. Et ça a marché, mais tout de suite, quoi. Ça s'est partagé partout. Et comment tu passes de l'internet au magazine papier ? Pendant plusieurs mois, donc, j'ai fait ma petite couverture sur Facebook, ma fausse couverture. Donc au début, les gens comprenaient pas que c'était une parodie ou comprenaient pas que c'était qu'une couverture. Donc ils me demandaient mais où est-ce qu'on peut acheter le magazine Voilà. Donc j'étais obligée de leur dire à chaque fois mais non, mais en fait ça n'existe pas. En fait l'article peut-on sortir son sac sans public n'existe pas. Et bon, j'ai fini par me dire faut peut-être que je fasse en sorte que ça existe en fait. Donc j'ai commencé à écrire un article par mois que j'essayais de proposer contre un petit don, PayPal. Ça n'a pas trop marché ça, mais mine de rien, ça m'a contraint à écrire des trucs régulièrement. Tout ce que j'ai écrit, j'en ai fait un magazine papier, quoi. En appelant à la rescousse quelques copains qui m'ont écrit aussi des articles. Ouais. Voilà, quoi. T'avais une appétence pour écrire ? Ah oui, moi j'adore ça. J'écris depuis toujours dans mon coin, des petits trucs. Pendant plusieurs années, j'ai tenu un blog en ligne. Ah ouais ? Ouais. Il existe toujours, hein, mais... Sur quel thème ? Je crois que le sous-titre que je lui ai donné, c'est Billets d'humeur de mauvaise foi et chronique culturelle parfaitement subjective. Au début, j'ai commencé vraiment par des chroniques littéraires.
Ouais. des bouquins que je lisais, dont j'avais envie de parler, et puis principalement des trucs un peu culturels, quoi. C'est toujours un peu second degré. Ouais, T'aimes bien ça? ouais, j'aime bien ça. Tout ce qui est ironique et parodique et absurde et second degré, j'aime bien, ouais. Donc j'essaye, c'est pas facile, hein, mais j'essaye de toujours donner ce ton à ce que j'écris. Le côté billet d'humeur, ça me plaît bien, ouais. Et le magazine, tu mets combien de temps pour le faire, le premier? C'est difficile à calculer. Donc la première couverture, elle est sortie en mai 2022. Et le premier magazine, qui était un petit format A5, il est sorti en novembre 2022 pour notre concert de Sainte-Cécile, qu'on a tous les ans au mois de novembre. Je sais pas, je pense que j'ai dû y passer une bonne partie de mes vacances d'été et de mes vacances de la Toussaint. Mais c'est difficile à quantifier parce qu'en fait, t'es tout le temps en train de réfléchir à des idées. Dès que tu vois passer un truc, tu te dis, ah tiens, ça serait une bonne idée. Après chaque répétition de l'harmonie, t'as une blague qui passe, tu te dis ah tiens ça je le note. J'ai une liste super super longue de toutes les blagues et tous les jeux de mots possibles, en me disant peut-être qu'un jour je vais exploiter ça. C'est lequel ton jeu de mots favori sur la musique? Alors les jeux de mots en fait c'est ce qui est le plus facile à partager je pense, mais c'est pas forcément ce que je préfère, les jeux de mots. Parce que c'est facile en fait, je trouve ça facile de faire des jeux de mots sur le corps et sur le sax, tu vois, c'est facile. Moi, ce que je préfère, là où je suis le plus fière, c'est quand j'arrive à faire une blague qui mélange un peu une blague d'initié pour les gens qui connaissent l'instrument et à la fois un truc d'actualité et en même temps un jeu de mots. Et si c'est un tout petit peu... borderline. Un tout petit peu borderline, voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est encore mieux. Un exemple? Un exemple, ouais, alors tu couperas au montage les moments où je réfléchis pendant 1 heure, mais... ouais, bah par exemple dans les orchestres, c'est le hautbois qui donne le la. Ouais. Et je me suis dit, en plein débat là sur l'écriture inclusive, les gens qui sont non binaires, je sais pas quoi, faut que je fasse un truc avec le la et le, enfin voilà. Donc j'avais fait ce titre-là, je me souviens que j'étais assez fière de moi de le trouver. J'avais dû écrire Yel donnera désormais le la et le. J'ai l'impression que ça passe mieux à l'écrit qu'à l'oral, mais bon, voilà. Pendant plus d'1 an et demi, je pense qu'à part les gens de mon harmonie ou les amis qui savaient très bien que c'était moi qui faisais ça, j'étais complètement anonyme en fait sur internet parce que ça s'est beaucoup partagé, mais les gens savaient pas du tout qu'il y avait quelqu'un qui le faisait même. On m'a dit ah mais nous on pensait que c'était juste un truc d'internet comme ça qui circulait, on n'avait pas pensé qu'il y a quelqu'un qui le faisait vraiment. Bah si. Et ils pensaient pas du tout que c'était une fille, ils pensaient que c'était le fameux gars de la première couverture que j'ai faite, là, le barbu de... Bah, est-ce que c'est ce que j'ai pris comme photo de profil? Donc les gens pensaient que c'était lui. Je pense que ça s'est beaucoup partagé dans le milieu des orchestres d'harmonie. Et bah voilà, Internet, c'est magique pour ça, parce que c'est pas du tout attaché à un lieu en particulier. Là, j'ai fait pas mal de festivals ou des concerts qu'on a fait à l'extérieur avec l'orchestre. Alors, peut-être pas tous les instrumentistes de tous les orchestres connaissent, mais les trompettistes en général, ouais. Je pense que mon meilleur public, c'est les profs de conservatoire. Ah ouais? Ouais. Les musiciens pros et les profs de conservatoire. Ouais. Okay. Comment t'arrives à l'harmonie, toi? C'est assez récent. En fait, à l'approche de la trentaine, j'ai eu envie de me remettre à une activité extrascolaire, on va dire. Ouais. Et j'avais fait un peu de musique quand j'étais gamine, donc j'avais envie de me remettre à ça. T'avais fait quoi? J'avais fait du piano. J'ai fait un peu de piano, quoi. Je suis pas une grande instrumentiste du tout, et toujours pas à la trompette d'ailleurs. Mais je voulais absolument un instrument de musique qui soit facile à transporter, à ranger, même facile dans sa conception. Il n'y a pas plein de cordes, il n'y a pas plein de boutons. Tu vois, c'est vraiment... Tu voulais un truc basique? Un truc basique. En fait, la mécanique de l'instrument en elle-même est basique, mais après, c'est toi qui fais tout physiquement, avec ta bouche, avec tes muscles de ton visage et tout. Enfin, ça m'intéressait. D'accord. Mais vraiment, sur un coup de tête, quoi. Donc moi, j'habite pas très loin des Aides-en-Gillon, et il faut savoir que donc la musique en Gillonnaise, c'est un orchestre d'harmonie qui a aussi sa propre école de musique associative. Ouais. Et la présidente de l'association, c'est une de mes collègues, en fait, c'est ma collègue d'éducation musicale au collège. Donc je lui ai envoyé un message en disant est-ce qu'il y a des cours de bugle dans ton école? Parce que je voulais même pas faire de la trompette au départ, je voulais faire du bugle. Parce que j'avais vu ça sur internet et je trouvais ça juste trop bien, quoi, voilà. Je savais même pas quelle taille ça faisait, donc je tapais des... C'est plus petit, c'est ça? C'est plus petit? Non, c'est un peu plus gros. Ah, c'est plus gros? Ouais. Et je tapais des mots-clés sur Google du type femme avec un bugle.
Je me rendais même pas compte de la taille que ça faisait. Non, mais on trouve des trucs hyper intéressants. Il y a un film qui est hyper connu, du coup, des gens qui font de la musique, qui s'appelle... comment il s'appelle en français en anglais, c'est Brastoff. Et en fait, dans ce film, avec Ewan McGregor, quand même, il y a un des personnages qui est une fille qui fait un super solo de bugle. Voilà. Donc, sur un coup de tête, elle m'a dit ouais, il y a des cours de bugle. Et ben, je suis allée sur Internet, j'en ai acheté un pas cher. C'est vrai ? Je me suis inscrite à l'école de musique et hop, voilà. Et ton premier cours ? Bah, mon premier cours, écoute, je suis allée d'abord chez mon prof pour déjà lui amener mon instrument en disant voilà, j'ai acheté ça pas très cher, est-ce que ça le fait ? Il l'a testé, alors lui quand il en jouait c'était très très bien. Ah bon, super. Ça avait l'air d'aller. Et puis voilà, je continue à prendre des cours depuis. Et puis au bout d'un an, je suis rentrée dans l'orchestre d'harmonie. Alors au début, je faisais du playback un peu. Hein. Ouais. Mais bon, quand t'arrives à faire 2-3 lignes, t'es contente. Et je suis arrivée pile au bon moment parce que c'était l'année où on a fêté les 150 ans de l'harmonie et on s'est offert un petit voyage à Dublin pour l'occasion. Super. Je suis arrivée pile au bon moment. C'était vraiment très chouette. Et donc, au départ, je me disais, ouais, non, 2 heures de répète tous les vendredis soirs, ça va... À mon avis, je vais pas rester longtemps et tout, mais en fait, si, j'adore, quoi. L'ambiance, le répertoire. L'ambiance, tout, en fait. Le fait qu'on travaille un répertoire ensemble, qu'on est hyper fiers de présenter le jour du concert. Et puis j'ai trouvé des amis, quoi. Enfin, voilà, c'est devenu vraiment des amis proches, même pour certains, donc ça, c'est chouette. Petite famille, quoi. Ouais, une petite famille. Complètement. Petite famille de cuivre. Voilà. Donc dans une harmonie avec des cuivres. Non, dans une harmonie, il n'y a que des vents et des percussions. Donc il y a des cuivres et des bois et des percussions. Ah ouais. Donc, voilà. Mais bon, les bois, ils sont quand même moins drôles que les cuivres. Déjà, ils sont plus devant, juste devant le chef. Ils peuvent moins faire de bêtises. Voilà. Ok. Tout à l'heure, tu parlais de bouquins, de livres oui. que tu aimais bien écrire. Quand tu étais petite aussi, tu lisais des bouquins ? Oui, j'ai toujours lu. D'ailleurs, je crois que j'ai jamais autant lu que quand j'étais petite. Ouais. Je crois que dès que j'ai su lire, je dévorais chaque livre l'un après l'autre. Voilà. Et paradoxalement, je crois que j'ai jamais aussi peu lu que quand j'étais en fac de lettres. Parce que t'as pas le temps en fait, et puis tu lis que des trucs obligatoires. Genre un jour ton prof arrive en me disant bon, j'ai changé d'avis, finalement vous allez lire Les Illusions perdues de Balzac pour la semaine prochaine. Donc t'apprends à lire en diagonale et c'est plus trop de la lecture plaisir, quoi. Et quand t'es petite, t'as un bouquin que t'aimes beaucoup ? En fait, je crois que ce que j'aime beaucoup et toujours maintenant, c'est découvrir des trucs nouveaux et complètement variés. Et voilà. Alors après, comme je pense pas mal de gens de ma génération qui aimaient bien lire, on a été marqués par Harry Potter, ça c'est sûr. Vraiment le phénomène où t'attends des années la sortie du suivant, tu l'achètes le jour même. Voilà, ça c'est clair que ça m'a beaucoup marqué. Je crois que quand j'ai lu Harry Potter 4... je sais pas quel âge j'avais, c'était au collège, mais c'est le livre qui m'a fait le plus d'effet de ma vie. Mais voilà, ce serait maintenant, évidemment, ce serait pas pareil, mais la première fois que je lisais un bouquin que j'avais attendu pendant très longtemps, il y a un mec qui meurt dès les premières pages, voilà, c'était assez frappant. Tu penses aujourd'hui, toi qui es en collège, ouais. Tu penses qu'il n'y a pas le même rapport au livre ? Je pense que c'est une idée reçue de dire que les jeunes ne lisent plus, parce qu'on entend souvent dire ça, mais en fait, il y en a plein qui lisent beaucoup. Après, il y en a aussi plein qui lisent pas du tout, mais je pense que c'est pareil que chez les adultes, en fait. Mine de rien, si on regarde autour de soi, il y en a combien des adultes qui lisent vraiment et qui ont ça comme loisir et comme passe-temps au quotidien, je sais pas quoi. Les élèves, les ados, en tout cas ceux que j'observe au quotidien, il y en a quand même pas mal qui associent la lecture à un truc obligatoire de collège et de cours de français, et qui ont du mal à voir au-delà et qui n'ont pas envie d'essayer de trouver un truc qui leur ferait plaisir à eux, je pense. Mais il y en a plein qui lisent, hein. Surtout les filles, d'ailleurs. En tout cas, on les voit lire beaucoup. C'est genré, ça ? Peut-être. En tout cas, le fait d'assumer lire à l'adolescence, je pense, et de sortir un bouquin devant tout le monde et de se prêter des bouquins et tout. Enfin, en tout cas, moi, de ce que j'observe, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui font ça, quoi. Ça veut pas dire que les garçons lisent pas, mais... Mais parce que ça fait un télo, peut-être. Peut-être pas de la même façon. Je sais pas, parce que les bouquins que les filles lisent en ce moment... Alors d'ailleurs, je sais même pas trop quoi en penser. Est-ce que ça va faire vieille réactionnaire de dire ça, mais il y a tout un courant, là, une mode de la dark romance. Je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, mais non. Les gamines, elles lisent tout ça en ce moment.
c'est pas du tout de leur âge. C'est des trucs pour jeunes adultes, normalement, avec des histoires d'amour et un peu problématiques. Un peu genre 50 nuances de Grey, Ah oui, d'accord. tu vois. Ouais. Les gamines, elles lisent tout ça. Pendant le quart d'heure lecture, un jour, au collège, donc les gamins viennent et ils lisent n'importe quoi, ce qu'ils veulent, hein, du moment qu'ils lisent. Il y a une gamine qui lève la main, qui me dit « Madame, je comprends pas un truc dans mon livre. » Ok, je regarde. Ouh. Alors, comment dire ? C'est même pas les mots en soi, parce que j'ai envie de dire que les gamins à l'adolescence, ils ont envie de découvrir des trucs, a priori, pourquoi pas. Il y a des descriptions très très précises anatomiquement. Pourquoi pas ? Non, mais c'est surtout les thèmes qui sont abordés qui sont problématiques pour moi, parce que c'est tout le temps des histoires de relations toxiques, de filles qui se font à moitié violées par leurs petits copains, mais en fait c'est la norme. Enfin, c'est bizarre. Ouais. C'est vraiment très bizarre. Normalement, c'est pas fait pour des gamines de 13 ans. Mhm. Ça m'interroge. Mais ça m'interroge. Je sais même pas quoi en penser, en fait. Hein. Quand t'es plus jeune et t'as un attrait avec les livres, tout de suite, tu penses devenir prof de français ? Ouais, je pense que je me suis toujours dit que je voulais être prof de français. Parce que, quelque part, c'est un peu la facilité aussi. Parce que quand t'aimes bien le français, t'aimes bien lire, t'aimes bien écrire, tout ça, bon bah tu regardes ce qu'il y a autour de toi, tu vois des profs de français, ou des profs que t'aimes bien, et je sais même pas trop si j'ai sérieusement envisagé autre chose. Ce serait maintenant, oui, maintenant je sais qu'il y a plein d'autres trucs qui existent, et peut-être que je ferais différemment, je sais pas, mais c'était facile en tout cas. Tu fais tes études, t'es une bonne élève, tu passes le concours, tu l'as, t'as un poste, bah voilà, t'es prof, félicitations. C'était les bouquins qui t'ont marqué ou les profs ? Je sais pas, je crois quand même que j'aime bien apprendre des choses et partager ce que j'ai appris avec d'autres personnes. Ouais, ça c'est sûr et certain, même en dehors du cadre de l'école, hein, d'ailleurs. Hein. Tous les jours et comprendre pourquoi et comment, et après partager avec les gens ce que j'ai découvert, quoi. Ouais. Voie tracée, tu fais fac de lettres ? Alors, je fais prépa d'abord. Ah, tu fais prépa ? Ouais, Hippocagne et Cagne. Et comment ça se passe, Hippocagne et Cagne ? Bah, ça se passe. J'étais à Orléans, puis à Lyon. D'accord. Et après, j'ai fait ma fac de lettres classiques à Lyon. Non, bah, ça se passe bien. Hein. Ça te donne des. Enfin, tu fais que bosser en fait hein, pendant plusieurs années. Tu bosses. Enfin, je sais pas, le cliché de la vie étudiante où tu fais que sortir et des soirées ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas du tout connu ça. Voilà, les versions latines que tu finis à 1h du mat, à rendre le lendemain. Voilà. Après, voilà, on n'arrête pas de te dire quand t'es au lycée ou même quand t'es en prépa que la prépa c'est le truc le plus formateur. Mais en fait, là, la fac c'est très très bien aussi. Enfin, c'est un autre état d'esprit peut-être, je sais pas. Mais je pensais pas du tout intégrer Normal Sup par exemple, parce que c'est ça l'objectif quand tu vas en Cagne. Normalement tu passes le concours de Normal Sup à la fin, que j'ai passé, hein, mais je savais très bien que je faisais pas partie des poulains. Tu te souviens du sujet ? Je me souviens pas du sujet. Bah il y avait plusieurs, il y avait plein d'épreuves, hein, parce que quand t'es en prépa tu choisis pas encore vraiment ta discipline, donc il y avait une version latine, il y avait du thème latin, il y avait une version anglaise, qui à ce jour reste la note dont je suis la plus fière. J'ai eu 10/20 au concours de Normal Sup. Enfin bon, je dis ça, j'ai l'impression que je parle une autre personne. Et puis je savais que de toute façon après j'allais en fac de lettres classiques, donc je me concentrais vraiment plus sur le latin et le grec. Le grec c'était compliqué parce que j'ai commencé en prépa, j'en ai pas fait jusqu'au bac. Ça c'était compliqué en fait, parce que t'es censé rattraper le niveau, avoir le niveau du CAPES en 4 ans quoi. Quand tu arrives au collège, t'es prof de français et de latin ? Quand t'es prof de lettres classiques, t'es prof de français, de latin et de grec. Après, ça veut pas dire que les options sont présentes et ouvertes partout, mais moi, assez rapidement, j'ai demandé à ouvrir l'option grecque dans mon collège et ça s'est fait facilement et naturellement, donc du coup, je fais les 3 encore. J'ai fait ma première année à Argentan-sur-Creuse. Ah, très belle ville. J'étais stagiaire là-bas. Et après, j'ai eu mon premier poste tout de suite dans le Cher. Comme je suis originaire d'ici, je suis née à Bourges. J'avais envie de revenir dans le Cher et c'était un peu stratégique aussi, même en passant le CAPES. Tu sais que l'Académie d'Orléans-Tours, et encore moins le département du Cher, et encore moins un petit collège de campagne, ne sera dur à obtenir. Donc je savais que j'aurais pas... Et surtout en lettres classiques où il n'y a pas grand monde qui se bouscule au portillon. Donc voilà.
Je suis pas passée par tout le système, je sais pas, remplaçante dans le 9-3 ou je sais pas quoi là. J'ai pas connu ça. D'accord. Tu te souviens de ton premier cours? Tout premier? Je crois que je me souviens très bien de la première fois où je suis sortie dans la cour de récré pour aller chercher les gamins. Tu fais complètement semblant, hein. T'es là, tu sors de la fac, t'as 22 ans, t'as l'air d'une gamine. Et là, tu te dis, j'espère que j'ai l'air d'avoir 10 ans d'ancienneté, mais T'as pris une grosse voix? je sais pas. Honnêtement, j'ai un peu occulté tout ça, je sais pas. L'année de stage, c'est un peu compliqué quand même, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, tu fais semblant en fait d'avoir de l'autorité, tu fais semblant de savoir ce que tu fais, mais en fait tu testes chaque jour, à chaque heure de cours, tu es en train de tester un truc, tu sais pas trop ce que tu fais. Parce que moi j'ai eu mon CAPES en 2010 et c'est une des 2 années où on a commencé directement à temps plein, sans formation. Donc j'ai eu mon CAPES en juillet, et puis le 1er septembre, j'ai été à temps plein, prof. J'avais 2 classes de 5e, 2 classes de 4e et des latinistes en 5e et hop là, voilà. Comment tu fais pour te former? Alors t'as des collègues qui t'aident, t'as des tuteurs qui te passent leurs cours, qui sont sympas, qui te donnent des conseils. Tu écumes tous les forums de profs sur internet, Ouais. tu regardes les manuels scolaires. Des tutos YouTube? Non, j'ai jamais vu de tuto YouTube pour être prof. Mais on n'avait pas eu de formation, mais ils nous avaient donné un DVD. Ouais, parce qu'on avait eu quand même la veille de la rentrée une grande réunion avec tous les stagiaires. Ça devait être à Orléans, je crois. Et ils nous avaient donné un DVD qui donnait des astuces. Et alors, c'était quoi les astuces? C'était nul. Mais c'est encore, parmi les profs de ma génération, ça nous fait encore rire quand on repense à ce DVD. Parce que ce qui te fait le plus peur quand t'es prof au début, c'est la gestion de classe, quoi. C'est qu'est-ce que je fais parce que tu maîtrises ta discipline, donc tu sais faire une analyse de texte, la pédagogie ça t'intéresse, donc tu as envie de trouver des stratégies pour apprendre des choses aux gamins et tout. Mais ce qui te fait peur, c'est qu'est-ce que je fais si les gamins ils ont décidé de retourner la classe et je sais pas s'ils s'insultent en cours et s'ils te répondent pas c'est ça qui te fait peur en fait quand tu débutes. Et non, ils te donnaient des astuces du type s'il y a des élèves qui sont agités, vous vous approchez de leur bureau sans rien dire et juste vous posez 2 doigts sur la table. Et normalement, il comprend et il arrête. Donc la technique des 2 doigts sur la table, Ouais. c'est devenu un peu une blague récurrente chez les profs de mon âge, tu vois, parce que tu dis ouais, c'est bien, ça marche. Et est-ce que si t'es vraiment très en colère, t'en mets 3, ça marche mieux, je sais pas, mais voilà. On parle souvent de l'autorité à l'école. Ouais. T'en penses quoi? J'en pense que moi, à titre personnel, c'est pas mon truc, dans le sens où j'ai pas l'impression d'avoir une autorité naturelle qui fait que instantanément tu rentres en classe et les gamins t'écoutent. Mais il y a un truc qui vient au fur et à mesure quand même, au fur et à mesure que tu gagnes en confiance en toi en tant que prof et tu sais ce que tu fais, ça marche mieux. Les gamins ils te testent au début, mais après non. Quand je dis au début, c'est les premières années où ils te connaissent pas, quand tu es dans l'établissement, mais au bout d'un moment. Et quand tu dis test? Vraiment, le jour de la rentrée, quand tu es en train de donner tes consignes, je sais pas, vous prendrez un cahier, vous écrirez en bleu, t'en as toujours qui posent des questions. Genre, oui, mais non, moi, j'avais décidé que je prendrais un classeur. Enfin, je sais pas. C'est vraiment des trucs anodins. Et en fait, ils le font pas consciemment, hein, mais ils attendent de voir comment tu réagis. Et vraiment, ça m'a frappée. Ça devait être, je sais pas, peut-être ma 3e ou 4e rentrée dans le collège où je suis actuellement. Voilà. Et ben en fait, il y avait eu aucune question, aucune remarque, aucune contestation. Et je me suis dit, ah bah ça y est. Ça y est. Ça y est, ils sont passés. Il y a des petits jeunes qui sont arrivés, plus jeunes que moi. C'est eux qui vont se faire tester maintenant. Mais ouais, je sais pas, c'est un truc qui est un peu quand même tout le temps remis en jeu, l'autorité. Alors moi, clairement, mon autorité, elle fonctionne par, je sais pas, par évitement ou par anticipation. C'est-à-dire que j'essaye d'anticiper les potentiels conflits en faisant de l'ironie souvent. Alors ça marche pas du tout avec les 6e, hein, parce que les 6e n'ont pas d'ironie, ils n'ont pas de second degré, donc c'est compliqué. Ça, c'est un peu ma technique. Je suis pas le genre de prof qui va crier ou je sais pas dégainer des punitions à tour de bras. Je déteste ça. Enfin, c'est pas du tout le côté du métier qui m'intéresse, quoi. Ouais. Il y a une grosse différence entre des cours de français et des cours de latin. T'abordes la discipline de la même façon ou pas?
Dans la façon dont je me comporte en cours, non. T'es toujours le même, t'es le même prof, tout ça. Mais par contre, quand tu donnes des cours de latin, t'as pas la pression toute relative, mais quand même, du brevet à la fin. Y a pas d'épreuve. Tu fais un peu ce que tu veux quand même. En général, en plus, t'es tout seul dans l'établissement comme prof de lettres classiques. Donc tu te dis pas ah ouais, non, faut que je fasse ça parce que mon collègue de l'an prochain, si j'ai pas fait, je sais pas quoi, le passé composé, ça va pas le faire. Ah oui. Donc en latin, t'es vraiment tout seul, tu suis les gamins de la 5e à la 3e, t'organises un peu comme tu veux. Y a pas d'épreuve à la fin, donc t'es un peu plus libre de tester des trucs, de faire des projets. Enfin moi je trouve, en tout cas. Ouais. Et il y a moins de ressources. Alors ça commence à changer un peu. Il y a des manuels scolaires et puis la communauté de profs de latin, elle est vraiment hyper active sur Internet. Du fait, sans doute, justement, qu'on soit un peu isolé dans nos établissements, je pense. Et ça, c'est un truc qu'il y a, j'ai l'impression, moins en français. Parce qu'en français, t'as l'impression qu'il y a plus de trucs à t'apporter, à ta disposition, des manuels, des trucs comme ça. En latin, alors, les gens vont dire, ouais, le latin, il n'a pas changé depuis 2000 ans. Oui. Pourquoi faudrait trouver des nouvelles idées Mais en fait, je crois que c'est une des disciplines les plus dynamiques et les plus innovantes en matière de pédagogie. C'est pas de funky. Ah ben mais c'est la matière la plus funky du collège, clairement. Et pourquoi ? Déjà, je pense qu'on a cette relative liberté, en tout cas au collège, de tester plein de trucs. Et faut être réaliste, on peut plus enseigner le latin comme même moi je l'ai appris quand j'étais au collège il y a combien de temps 20 ans. Par déclinaison ? Ouais, des déclinaisons et tout, tu le fais un peu, mais déjà les gamins ils sont moins bons en français. Donc la moindre conjugaison, un truc comme ça, tu es obligé de tout réexpliquer. Donc tu le fais, hein. D'ailleurs ils te disent que ça les aide en français parce qu'ils le revoient en cours de latin. Ouais, c'est difficile de les faire apprendre sous la contrainte en fait. D'ailleurs, je sais pas si c'est bien d'apprendre sous la contrainte, sans doute pas. Mais c'est compliqué de leur dire vous apprenez cette déclinaison, cette conjugaison pour la prochaine fois et contrôle et puis toutes les semaines pareil. Donc je sais pas, on déploie des trésors d'imagination pour je sais pas, essayer de mélanger la mythologie avec l'étude de la langue. Moi j'ai une armoire au fond de ma classe avec une toge, avec des tablettes de cire, avec des trucs comme ça. Tu te déguises pas ? Alors non, par contre, il y a toujours un moment, un de mes cours, en général je fais ça en 3e quand on étudie la République romaine, où je demande aux élèves s'il y en a un qui a envie d'essayer la toge. Donc évidemment, il y a toujours un ou deux qui est volontaire. Et bon, je leur donne et je leur dis bon courage parce que ça fait, je sais pas combien, elle fait 5 mètres de long. En fait, c'est impossible de la mettre tout seul. Et ça fait l'occasion d'un petit cours de civilisation, quoi. Parce que du coup, ils se rendent compte que, ok, il faut des assistants. Donc il faut des esclaves en fait. Et puis c'est rigolo de les voir faire. Ils essayent de la mettre, ils discutent entre eux, comment on fait. Après tu leur donnes un peu le mode d'emploi. Et puis on en arrive à la conclusion qu'une fois que tu as ce truc qui pèse je sais pas combien de kilos sur toi, tu es obligé de te comporter avec dignitas et Constantia et je ne sais quoi. Et voilà, tu vois. Tu fais un petit cours sur la rhétorique romaine et Cicéron et voilà. Et c'est quand même des cours qui sont tournés quand même histoire. Ouais, faut que tu aies quand même une base historique importante. Ouais, je pense que je me suis beaucoup formée en étant prof justement là-dessus. Parce que dans mes études, j'en ai eu des cours d'histoire ancienne, mais la grosse majorité de mes cours, c'était quand même la langue et la traduction et oui, forcément, tu traduis des textes qui parlent des empereurs romains et tout, donc tu apprends des trucs sur les empereurs romains, mais toute la partie civilisation et mythologie et tout ça, je l'ai vraiment plus bossé en étant prof. Donc c'est ça aussi qui est bien quand tu es prof, c'est que tu es obligé d'apprendre des trucs tout le temps. En histoire de l'art, moi j'y connaissais rien du tout. Même quand j'ai eu le CAPES, j'y connaissais rien. Et tu te formes en étant prof parce que tu fais découvrir des œuvres. Souvent c'est facile d'entrer dans un sujet par l'image, donc tu montres des images aux élèves, des tableaux, des sculptures, je sais pas, n'importe quoi. Sauf que du coup, toi-même, faut que tu saches quoi dire dessus, donc tu te formes au fur et à mesure. C'est difficile d'enseigner une langue qui n'est plus parlée ? On n'enseigne pas du tout comme une langue vivante. D'ailleurs, j'ai un petit complexe par rapport à ça. Non, parce qu'il y a des collègues extrêmement doués. Enfin, c'est surtout un truc anglo-saxon, je pense, à la base, comme
comme méthode et comme réflexion. Il y a des gens qui arrivent à enseigner le latin comme une langue vivante. Il y a des gens qui arrivent à parler en latin. Mais moi, je ne l'ai pas du tout appris comme ça et je suis incapable de parler en latin couramment. Et c'est vrai que les élèves, ils sont en demande de ça, en fait. D'entendre la langue. Ouais, le premier truc qu'ils te demandent, c'est Madame, comment on dit bonjour en latin, comment on dit au revoir, comment on dit merci, comment on dit bonnes vacances, comment on dit à bientôt, comment on dit... Ah ouais. Ouais, ils sont vraiment en demande de ça. Donc tu le fais un peu, ils me disent bonjour en latin, 2-3 petits mots par-ci par-là, mais c'est vrai que... je sais pas. Bonjour, c'est Ave. Ouais, tu peux dire Aoué, ou oui. Saloué. Salut. Ah, ouais. Donc ils me disent Saloué magistrat, dans les couloirs et tout. Ah, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. Mais ils adorent, hein. Ils adorent dire bonjour en anglais à la prof d'anglais, bonjour en allemand à la prof d'allemand, et bonjour en latin à la prof de latin. Ils aiment bien. Ouais. Prof de latin, ça a un côté un peu à côté aussi des autres profs, non? Le côté indépendant parce que t'es tout seul, en fait j'aime bien, je crois. En fait c'est un truc qui me plaît. Mais on n'est pas du tout à côté dans le sens où on fait... Enfin justement on est relié à plein d'autres disciplines quoi. Avec les collègues d'histoire géo, avec les collègues de français, avec même... Enfin voilà. Là ça fait plusieurs fois que j'accompagne ma collègue d'anglais quand elle organise des voyages en Angleterre. On va visiter le British Museum. Et en fait, on visite les marbres du Parthénon, des choses comme ça, qu'on a étudié avant en classe, en cours de grec. Les élèves, ils adorent voir en vrai ce qu'on a étudié en classe, quoi. Alors, le grec, c'est que, en tout cas dans mon établissement, 1 heure par semaine en 3e. On va dire que c'est une grosse initiation sur une année. Là, on fait l'alphabet. Déjà, ça prend une partie, l'alphabet. Alors, j'ai mes petites bottes secrètes, des chansons. Alors, YouTube, merci, Internet. Des petites chansons de l'alphabet grec. Ah oui, oui, oui. Mais ça marche. Voilà, les élèves, je leur dis, je vous annonce que vous sortirez de ce cours en connaissant l'alphabet grec. Ils disent, mais n'importe quoi, madame, c'est pas possible. Eh ben si. Merci. Il y a des moments où ça a été chaud dans tes cours? Ouais, il y a des moments où ça a été un peu chaud, ouais. Alors, vraiment, pas souvent, mais sans rentrer dans les détails, si t'as un élève, ou 2 ou 3 bons spectateurs autour, qui ont décidé que ton cours, ça allait être leur cours de récréation, quoi, à un moment, tu peux pas grand-chose contre, quoi. Ah ouais? Ouais. Enfin... Peut-être qu'il y a des gens qui arrivent à retourner la situation, je sais pas quoi, mais vraiment quand t'as la classe ou un groupe meneur qui a pas envie et qui fait tout pour ralentir ou vraiment t'empêcher de faire cours, c'est compliqué quoi. On va dire que dans ma longue carrière, ça m'est arrivé vraiment une fois quoi. Une année avec une classe, c'est tout quoi. Après forcément, dans la semaine, dans l'année scolaire, il y a toujours des cours qui se passent plus ou moins bien. Où toi-même t'es plus ou moins efficace. Alors dès que t'es un peu fatigué ou un peu malade, ça se ressent. Ils s'engouffrent dans la brèche. Voilà, des fois tu sors de cours, tu te dis mais c'était nul mon cours, c'était nul. Et puis parfois tu dis bah non, je sais pas pourquoi, mais ça a hyper bien marché. Voilà. Il y a une grosse différence entre j'imagine que oui, entre des 6e et des 3e. Ouais, alors au fond, non. Ça reste des élèves et des collégiens et qui sont quand même relativement bon public en fait. Si t'arrives et que t'as envie de leur faire découvrir un truc et que t'es sympa, enfin je pense qu'ils sont quand même bon public de manière générale. Mais ouais, moi je préfère faire cours aux grands parce que tout ce truc de second degré, voilà. Je pense que j'aurais pas pu être prof des écoles. Je suis pas très patiente avec les questions très terre à terre du type Madame, il y a machin qui m'a piqué ma trousse. Voilà, ça. Ouais. Je suis pas très patiente. D'accord. Pour revenir à la musique, t'aurais aimé être prof de musique au collège? J'en sais rien. La question se pose pas du tout parce que je suis musicienne. Enfin, je prends des cours de musique, quoi. Ouais. Je suis complètement amateur et après, oui, je pense que ça m'aurait plu. Un peu, pas pour la même raison que prof de latin, je pense, parce que il y a pas d'examen à la fin. C'est un truc qui est 100% culturel et c'est un truc qui est 100% inutile en fait. J'aime bien les trucs inutiles, je crois. Tu vois, parce que ça, c'est souvent une question que les élèves te posent en cours de français ou de latin ou n'importe quoi. T'es en train de faire un cours sur
je dis n'importe quoi, hein. L'accord du participe passé au hasard. Oui, madame, mais ça sert à quoi? Ça sert à quoi ce qu'on est en train de faire là? Ah ouais. Ouais. Ou sur les figures de style, enfin n'importe quel sujet en fait. T'as toujours plusieurs fois dans l'année des élèves qui te demandent à quoi ça sert ce qu'on fait. Et la réponse, elle est pas. Déjà, je trouve que c'est une question qui est légitime. Ça t'oblige à te poser la question toi-même. Oui, pourquoi on le fait? Alors la réponse la plus facile, c'est parce que c'est au programme et qu'il y aura des questions dessus au brevet. C'est un peu une menace. Mais c'est même pas de la menace. C'est vrai que c'est quand t'as des gamins de 3e, tu dois les préparer au brevet, quoi. Ouais. Et t'as ce petit stress quand il y a le sujet qui tombe de dire j'espère que ça va pas tomber sur un truc qu'on n'a pas fait en classe. Genre, je sais pas, les propositions subordonnées conjonctives, j'ai pas eu le temps de le faire, s'il y a une question dessus, voilà. Donc non, mais en général, je leur réponds que tout ce qui forme leur réflexion et leur mémoire et leur compréhension de la langue, forcément, c'est utile parce que tu maîtrises mieux ce qui t'entoure après, tu t'arrives mieux à comprendre. Mais voilà, ce qui est vraiment complètement inutile, c'est-à-dire la culture, quoi, je trouve que c'est ce qu'il y a de plus utile. Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on fait dans notre vie de tous les jours quand on bosse pas? On écoute de la musique, on regarde des films. Enfin voilà, il y a des gens qui ont bossé dessus, des musiciens, des graphistes, je sais pas. Enfin, donc c'est quoi en fait? C'est les cours de musique, le cours d'art plastique. Ouais, c'est vrai. Enfin voilà, tous les trucs inutiles, c'est ce qui nous intéresse le plus dans notre vie de tous les jours. Si t'avais pas été prof, Déjà, ça me plairait de faire autre chose. Alors pas de démissionner, ça me plairait de mettre un petit pied en dehors de l'éducation nationale et de faire d'autres choses. Ce que j'ai commencé à faire un peu dans mon coin de façon complètement amateur, écrire des chroniques culturelles, pouvoir rencontrer des gens. Ça j'adore en fait, je me rends compte là en allant sur des festivals ou en parlant avec toi là, que j'adore rencontrer des gens. Voir ce qu'ils font d'intéressant, mettre des gens en relation, me dire ah tiens celui-là il aurait des trucs à dire à celui-ci, ouais. Je sais pas trop comment on pourrait traduire ça par un métier, mais ouais, ça m'intéresserait, tu vois. Mais en même temps, j'en sais rien parce que je me dis c'est quoi qui ressemble à ça, écrire des chroniques culturelles, journaliste culturel, mais est-ce que le faire de façon rémunérée et sous la contrainte, sans choisir mes sujets, est-ce que vraiment ça me plairait? J'en sais rien. Ouais, c'est pareil pour toi, là, tu vas où tu veux, quand tu veux, t'interroges qui tu veux, t'en fais ce que tu veux après, t'as pas un patron qui te dit faut tout refaire, voilà. Donc je sais pas. Mais là j'ai l'impression que ça me plairait en fait. Ou je sais pas, bosser dans une maison d'édition, ou j'en sais rien, toi c'est des idées comme ça. ouais. Mais toujours en relation avec la culture. Ah oui, quelque chose de culturel et quelque chose qui te fait visiter des endroits et rencontrer des gens. Piston Magazine, ça t'a fait rencontrer beaucoup de gens? Ouais, Piston Magazine, ça m'avait Ouais. rencontré plein de gens dont j'ignorais l'existence. Et là, tu vois, alors ça va de mieux en mieux. Mais je suis en train de lutter en permanence contre un gros syndrome de l'imposteur. Ah oui. Parce que Oui. clairement, je joue pas très bien de la trompette, je débarque dans le milieu, je connais rien, enfin, j'ai pas du tout cette culture-là, je connais pas le répertoire, je connais rien en musique classique, et là je me mets à rencontrer des gens qui me disent c'est super ce que tu fais, les mecs qui sont musiciens, solistes à la garde républicaine, je sais pas quoi, et, moi je sais même pas qui ils sont, et en fait c'est des stars, tu vois, vraiment des solistes internationaux et tout, et quelque part, je pense que c'est aussi pour ça que Piston Magazine, ça a marché. C'est que j'ai un regard complètement naïf et extérieur. Et Ça t'amuse ça qu'ils viennent te voir? je sais pas si ça m'amuse, mais déjà ça me fait plaisir, c'est Ouais. sûr. Et non, mais ça m'impressionne en fait. Ouais. Je me dis, mais mais je suis personne en fait. Non, mais ouais, c'est impressionnant. C'est impressionnant en fait. Mhm. Donc là, ouais, ça m'a fait rencontrer plein de gens. Ça m'a fait découvrir un milieu que ouais, je soupçonnais même pas. Quand t'es pas dedans, tu sais pas. Que en fait, il y a des. Enfin, toi, je suis allée assister à un concours de trompette à l'Île-sur-la-Sorgue, à côté d'Avignon. Et il y avait une centaine de candidats qui venaient de toute la France et même de tous les pays. Et c'est un truc hyper réputé. Il y en a plein des concours comme ça d'instruments, mais moi, c'est un monde que je découvre complètement. Je savais même pas que ça existait avant d'arriver là. Ah ouais. Des concours d'instruments, quoi. Ils ont des morceaux imposés, il y a un jury qui regarde leur technique, leur son. Voilà, puis c'est hyper prestigieux. Quand tu es lauréat de tel ou tel concours, sur ton CV, ça te permet d'intégrer après des orchestres. Enfin,
J'ai quelques petites dernières questions Oui, sur le podcast. oui. Si tu avais un livre à me conseiller. Et tu sais que j'ai anticipé cette question Mais non. La triche. parce que comme je suis une bonne élève et que j'ai un syndrome de l'imposteur, je me suis dit attends, s'il me pose cette question, enfin en même temps c'est un peu, je suis prof de français et on vient de parler de trucs culturels et tout. J'en ai amené un sac plein de bouquins parce qu'en fait je suis incapable de conseiller un bouquin. En fait j'ai pas un livre fétiche que je vais relire tout le temps, mais non, j'ai quand même plusieurs titres en tête. En fait ce que j'aime bien, je me suis rendu compte, c'est les livres qui sont en même temps des expériences littéraires et des expériences d'écriture. Alors attends, c'est le moment où je sors mes livres. Vas-y. Je te montre. Attends, pas ça. Voilà, donc j'ai une petite sélection qui sont tous des expériences d'écriture, chacun dans leur genre. Alors ça c'est un bouquin qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe. C'est la première fois qu'on vient avec les bouquins sur le podcast. Et voilà, il faut une première fois à tout. Tu remarqueras que mes livres sont tous couverts parce que je suis complètement maniaque avec mes livres, absolument avec rien d'autre dans la vie. Comme à l'école. Je suis complètement désordonnée et bordélique et tout ce que tu veux, mais par contre mes livres Ah ouais, sont couverts. impressionnant. Ouais, donc ce bouquin qui s'appelle Les gens dans l'enveloppe, j'en avais entendu parler à la télé et je crois que c'est le bouquin qui m'a fait me remettre à la lecture complètement plaisir et pas du tout pour l'école ou quoi. En fait, le concept, à chaque fois c'est des concepts. L'autrice a trouvé, je sais pas, sur une brocante ou je sais pas où, chez un bouquiniste, une enveloppe qu'elle a achetée dans laquelle il y avait plein de photos de famille de parfaits inconnus. Et donc elle s'est dit, je vais faire un truc en 2 temps. D'abord, je vais inventer l'histoire de ces gens, donc une partie complètement en fiction, et après, je vais mener mon enquête pour essayer de les retrouver et je vais écrire leur vraie vie. Donc le bouquin, il est en 2 parties comme ça. Tu as d'abord la fiction et après, tu as la vraie vie des gens qu'elle a retrouvés. Deuxième, non, je vais prendre celui-là. J'aime bien Georges Perec, parce que Georges Perec, forcément, en termes d'expérience littéraire, il y en a plein. Et celui-là, il s'appelle Tentative d'épuisement d'un lieu parisien. C'est un concept que j'aimerais bien reproduire. Je sais pas, faut que je trouve le bon truc et le bon moment. Il s'est assis à la même terrasse de café pendant 3 jours d'affilée. Et il a décrit de façon presque scientifique absolument tout ce qu'il voyait. Les mouvements, les couleurs, les cycles. Et puis à un moment, il se met à classer ce qu'il voit. Enfin voilà, les gens qui passent, les gens qui repassent. Voilà, donc tentative d'épuisement. Essayer de se mettre à un endroit et d'écrire tout ce qu'il y a à écrire sur ce lieu. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, quoi. Donc Georges Perec, il fait plein de trucs comme ça, des listes, tout, moi j'adore. Celui-là. Celui-là, je l'aime bien aussi. De toute façon, si je l'ai amené, c'est que je l'aime bien, forcément. Des petites filles modèles, de Romain Slocum. La Comtesse de Ségur, c'est vraiment ce que j'ai lu quand j'étais gamine. Ouais. Dès que j'ai su lire, c'est les premiers bouquins que j'ai lus toute seule, on va dire, dont Les petites filles modèles. Et alors, je me suis imposée, avant de lire celui-là, de relire Les petites filles modèles. Le D'accord. vrai, de la Comtesse de Ségur. Alors, quand tu vois ça avec un œil adulte, tu dis, oh là là, mais... c'est le contraire de, je sais pas, de tout ce qu'on prône là en 2024. C'est la condescendance des nobles par rapport aux gens du peuple. Je sais pas, il y a rien qui va. Bref, j'ai relu ce truc et en fait ça c'est un pastiche des petites filles modèles. Donc c'est une D'accord. réécriture. C'est la même histoire, il se passe quasiment la même chose, sauf que c'est complètement perverti quoi. Ça devient à moitié gothique. C'est drôle. Tu retrouves les personnages, sauf que Faut connaître le premier. moi je trouve que c'est mieux d'avoir le premier en tête, parce que par exemple quand elles font des bêtises, Sophie dans Les petites filles modèles, elle se fait fouetter, toi, ou battre. Bon bah là aussi il y a des filles qui se font fouetter, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Voilà. Tu vois, pas pour les enfants. Et le dernier dont je veux parler, c'est une autrice italienne que j'aime beaucoup, que j'ai découverte avec un bouquin qu'elle a fait sur le grec, parce que c'est une helléniste d'abord. Son bouquin, c'était, je sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, tu couperas. D'accord, à peu près. Voilà, donc j'ai découvert cette autrice sur un bouquin qu'elle a écrit sur la langue grecque,
une espèce de lettre d'amour au grec ancien. Et là, en fait, c'est une collection dont j'ai lu 2 bouquins pour l'instant qui s'appelle Une nuit au musée. Il propose à des écrivains d'aller dormir, d'aller passer une nuit dans un musée de leur choix. Et ils doivent écrire un livre de cette expérience, quoi. Et le premier que j'ai lu, c'est celui de Lola Lafont, quand tu entendras cette chanson. Je ne sais pas si tu as lu ce livre. Non. Où elle est allée passer la nuit dans l'annexe, là où s'était cachée Anne Frank. D'accord. Ok. Et le bouquin est super. Parce qu'en même temps, tu as toute l'histoire du lieu, mais en même temps, c'est un truc un peu introspectif, raconte sa vie. Et donc là, Andrea Marcolongo, elle a demandé à aller passer la nuit au musée archéologique à Athènes. D'accord. Mais voilà, ce que j'adore, c'est l'expérience, quoi. De se déplacer, je sais pas, d'expérimenter physiquement l'écriture, tu vois. Je sais pas, d'aller provoquer l'inspiration en allant se mettre à un endroit. Toi, en fait, c'est le point commun de tous les trucs que je t'ai montré, sauf les petites filles modèles. C'est que les auteurs, ils sont allés à un endroit, ils se sont dit, je vais exploiter ce lieu et je vais m'imposer ça pour écrire un truc. Toi qui écris des articles, ça t'a traversé l'esprit d'écrire un bouquin? Ouais, alors ça m'a traversé l'esprit, j'ai déjà essayé plusieurs fois, mais j'en arrive à la conclusion que ce que j'aime lire et ce que j'aime écrire, c'est la même chose, c'est des formats courts en fait. Toi, j'aime bien écrire des nouvelles, des chroniques, des billets d'humeur, des trucs comme ça. Mais toutes les fois où j'ai essayé de me dire, allez, maintenant j'écris un roman, un truc sérieux, quoi, j'arrive pas. Et puis ça m'intéresse pas, en fait, je crois. Peut-être qu'un jour j'y arriverai. Hein. J'en avais commencé un. J'ai dû écrire 30 pages, et puis en fait. Ça peut être un recueil de nouvelles. Oui. Peut-être qu'un jour, je publierai un recueil de nouvelles, j'en sais rien. Mais voilà, après, tu vois, ce que j'écris dans Piston Magazine, ça me permet de m'amuser. Ouais. Parce que c'est complètement ça. Hein. J'ai rencontré quelqu'un récemment qui m'a dit que c'était le Gorafi de la trompette. Oui, c'est vrai. Ouais, et ben, j'aime bien écrire des articles un peu dans cet esprit-là. Ouais. Avec un ton faussement journalistique. De toute façon, j'aime bien les trucs absurdes et les pastiches et les parodies. Et voilà. Ouais. Et le Gottlieb? Oui, alors le Gottlieb, ouais, parce que toi j'ai trop anticipé. Hein. J'ai amené 2 livres d'autres qui sont selon moi fondateurs de mon humour. Ça c'est les rubriques à braque qu'il y avait dans les bacs au CDI quand j'étais élève, et ça me fascinait complètement, quoi. Je trouvais ça dingue. Mais tu vois, en fait, on retrouve le côté format court parce que c'est pas une histoire, c'est plein de petites histoires. Ouais, que plein de petites histoires. Et à chaque fois, c'est absurde, mais en même temps, c'est hyper intelligent. Il y a plein de jeux de vocabulaire et des jeux de mots. Donc ça, clairement, voilà. C'est Gottlieb, j'adore. Et puis après, j'ai découvert plus tard Fluide Glacial et les trucs pas du tout à mettre dans les bacs au CDI d'un collège. Mais le côté un peu borderline et tout, voilà. Ça, c'est un recueil des chroniques que Guy Carlier faisait. Ça devait être sur France Inter à l'époque. Ça, je devais être au collège ou au lycée. Et ça, j'adore. Ça, j'adore vraiment. Quand il se moque des émissions télé ou des pubs, c'est exactement le genre de choses que j'aimerais écrire, en fait. Ah ouais? C'est exactement ça. Mais il y a quand même un grand écart entre Gottlieb et Pérec. Eh ben, figure-toi que non. Que non? Non, mais c'est fou parce que, à force de lire des trucs de Gottlieb et de Pérec, je me disais, mais il y a un truc, il y a une proximité entre les deux, c'est pas possible. Alors déjà, il y a le truc évident, tous les deux, enfants juifs pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont perdu leurs parents. Donc déjà, ils ont ce lien-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ils étaient potes. Et il y a un bouquin de Georges Perec qui s'appelle, tant que je me souvienne, un nom à coucher dehors, Cantatrix Sopranica, un truc comme ça. Faudra vérifier. Qui est en fait une biographie absurde de Gottlieb. Il y a le côté absurde et jouer avec la langue et jouer avec les situations. Et en fait, ouais, c'est pas si éloigné. Bon, top. On parlait de musée. Ouais. Il y a un musée que tu aimes beaucoup? Ouais, alors il y a un site archéologique et à la fois un musée que j'aime beaucoup, c'est Bibracte. Je sais pas si tu connais. Non. C'est dans le Morvan, c'est sur le Mont Beuvray. Et c'est vraiment, enfin moi c'est un des lieux, un de mes lieux préférés. En plus c'est pas très loin d'ici. Moi je peux emmener mes élèves assez régulièrement. Et donc c'est un site
site archéologique gallo-romain. Déjà rien que l'endroit en lui-même est magnifique, parce que que je dise pas de bêtises, ça fait partie du parc naturel du Morvan. Donc c'est complètement dans la forêt. Enfin, je sais pas, comme tu peux imaginer une forêt gauloise dans ton imaginaire, voilà. C'est déjà rien que ça, c'est super beau. C'est classé ou c'est en passe d'être classé réserve naturelle du ciel. Donc quand il va la nuit aussi, comme il n'y a aucune pollution lumineuse, c'est super beau. Et en fait, tu as un super musée archéologique et un site archéologique qui est extrêmement bien mis en valeur. Il y a plein d'ateliers pour les familles, pour les enfants. Il y a des visites guidées qui sont super bien. Le musée est super bien intégré dans le paysage et tout. Enfin, vraiment, c'est un lieu qui mérite d'être connu. Bon, ok. Je vais aller traîner là-bas. Souvent, je pose la question, toi, si l'invité a une maxime ou une citation qu'il aime bien. Ouais. S'il y en avait une en latin que tu aimes beaucoup. Non, en latin. Ah ouais. Ouais, et c'est pareil, je vais pas dire quelque chose de très original, mais il y a une citation de Virgile qui dit Audaces fortuna juvat. C'est la fortune sourit aux audacieux. Tu vois, l'équivalent latin de fake it until you make it. Genre, de toute façon, qui ne tente rien n'a rien, quoi. Ouais. En gros, il y a un moment, faut y aller, et puis t'essayes, et puis il y a un moment où ça va marcher, quoi. Bon, top. Voilà. Top. Émilie, pour finir, oui. Dernière question rituelle. Ça fait 3 fois que tu dis dernière question, mais... que tu as préparé sûrement. J'ai plus rien dans mon sac, alors j'ai très très peur. Quel est ton endroit préféré en Berry ? Mon endroit préféré en Berry ? Ouais. Ah oui, j'ai pas anticipé cette question. Bon, alors tu couperas le moment où je réfléchis pendant 10 minutes. D'accord. Je saurais pas dire un endroit précis. Ah, il m'en faut un. Il t'en faut un ? Ah, il m'en faut un. Ok. Eh ben, je pense qu'on peut aller faire un tour à la Borne alors. La Borne ? Ouais. Mais moi, je suis originaire d'Henrichemont. Donc pour moi, la Borne, c'est vraiment des souvenirs d'enfance et de mes copines qui habitaient là-bas. Quand j'étais petite, on allait passer les anniversaires, les vacances et tout ça. Moi, j'y allais à vélo. Et qu'est-ce qui te plaît là-bas ? Quand j'étais petite, je voulais habiter là-bas. Parce que les gens avaient le droit de marcher pieds nus dans la rue. C'était ça dans ma tête. Non, mais le côté artiste et... Ouais, déjà, rien que le village est joli, quoi. Tu te promènes dans les petites rues, tu te perds dans les petites rues. Il y a toujours des événements musicaux dont il faut être un peu au courant si tu connais les gens. Tu vois ? Je vois. En plus, j'irai traîner là-bas, pieds nus. Merci, Émilie. Merci à toi. À plus tard. Ouais, c'était Salut, chouette. ciao. Merci. Hello, j'espère que cette conversation avec Émilie vous a plu. Musicien ou non, courez découvrir Piston Magazine, tous les liens sont sur vos réseaux sociaux préférés. Merci encore à tous les auditeurs qui m'envoient des messages et qui surtout partagent mes posts. C'est comme ça que le projet Goodberry se développe. Je vous donne donc rendez-vous pour le prochain épisode enregistré à Châteauroux. D'ici là, portez-vous bien et restons curieux.